Bonjour, bonjour. Ce que je vais vous raconter dans cet épisode, je le sais, semblera à certains farfelu et totalement impossible, et je peux les comprendre. Mais tous ceux dont l'esprit est ouvert sur les facultés immenses et non exploitées du cerveau et du corps humain me suivront dans cette histoire à première vue incroyable. Après plusieurs heures de récit ininterrompu, Henri, notre mystérieux chef d'orchestre, se tut brusquement et soudain sembla épuisé. Il nous dit qu'il était trop fatigué pour continuer à parler à cette heure avancée, mais qu'il tenait absolument à nous révéler son secret dans un lieu où il serait certain que personne ne pourrait le surveiller. Nous étions de plus en plus intrigués. Il nous convia donc le lendemain matin sur son bateau, amarré dans le port de l'Arsenal. Il nous expliqua qu'il avait depuis des années pris l'habitude de voyager sur son propre bateau et qu'il acceptait de diriger seulement dans les villes ayant un accès maritime. Il reprit un air mystérieux pour nous dire que nous ne devions pas attirer l'attention en le rejoignant sur son bateau, et puisque nous étions toujours en plein carnaval, il nous demanda de bien vouloir nous déguiser comme si nous montions à bord pour une fête nautique. Puis, il nous pria de bien vouloir nous retirer, et il fit un signe de tête en direction du couloir. Nous aperçûmes alors fugitivement une silhouette d'enfant qui allait ouvrir la lourde porte d'entrée, mais qui disparut sans que nous ayons pu voir son visage. Nous rentrâmes au palazzo de Sergueï, tellement abasourdis par ce que nous avions entendu durant la soirée que nous n'arrivions même pas à échafauder une hypothèse plausible sur ce qui avait pu arriver à Henri. Le lendemain au petit déjeuner, nous nous empressâmes de raconter toute l'histoire à Jeffrey, Marie-Antoinette et Tatiana. Cette dernière, dévorée par la curiosité, décida de remettre son retour à Paris plus tard et de nous accompagner sur le bateau de cet homme si mystérieux. Bébé Rocky, en entendant notre récit, semblait hypnotisé. Et lorsque nous parlâmes de la fameuse tribu amazonienne, il se mit à s'agiter comme un fou sur sa chaise en disant « Man, man, man !» Nous ne comprenions rien à ce qu'il cherchait à nous dire. Mais Flora vint à son secours en nous expliquant que lorsqu'elle lui lisait une histoire le soir pour l'endormir, dès qu'il était question de magicien, il répétait sans cesse ce mot « man ». Allons bon, voilà de quoi m'inquiéter encore. J'aurais bien emmené les enfants avec nous sur le bateau, mais Igor et Epiphanie me firent renoncer en me rappelant qu'Henri pensait être en danger et que nous ne devions prendre aucun risque. Il fut donc décidé que nous irions tous les 6, Igor, Tatiana, maman, Epiphanie, Sergueï et moi, et que si nous n'étions pas revenus à 4 heures de l'après-midi, Luigi et Jeffrey nous retrouveraient sur le bateau pour voir s'il n'y avait pas de problème. C'est ainsi qu'à 9 heures du matin, nous nous rendîmes tous, costumés, sur le port de l'Arsenal pour découvrir le refuge d'Henri. J'étais habillée en corsaire, et je dois dire que toute cette aventure m'amusait follement, en dépit du potentiel danger. Nous arrivâmes à l'emplacement du bateau d'Henri, et là, nous crûmes rêver. En effet, nous nous attendions à voir un yacht à moteur, comme ceux qui paradaient dans les ports du monde entier. Or, devant nous, se tenait un vieux galion semblant dater de l'époque de Marco Polo. Avec son équipage entièrement vêtu à l'ancienne, et nous-mêmes costumés, on s'y croyait réellement. Henri avait visiblement récupéré de sa fatigue de la veille, et c'est en pleine forme qu'il nous accueillit. Il demanda qu'on largue les amarres, et nous dit qu'il préférait être loin du port pour nous raconter la suite de son récit. Je n'aimais pas du tout cette idée, car mon angoisse d'être prisonnière d'un bateau refaisait surface à toute allure. Mais il était hors de question que je renonce à cette petite promenade en mer qui nous donnerait, enfin du moins l'espérais-je, la clé du mystère de l'éternelle jeunesse de notre hôte. Nous nous attendions à voguer lentement, avec moult manœuvres de voile pour faire avancer cet impressionnant bateau. Or, dès que nous descendîmes du pont pour aller vers les cabines et le salon, nous nous aperçûmes qu'en réalité, ce bâtiment flottant qui semblait en apparence venir tout droit du XVIe siècle était à l'intérieur et dans la salle des machines d'une modernité extrême, fonctionnant avec des moteurs surpuissants qui nous faisaient filer sur l'onde à une vitesse impressionnante. J'avais l'impression d'être dans un roman de Jules Verne et je m'attendais à voir surgir le capitaine Nemo à tout instant. Mais Henri nous installa dans un magnifique salon d'extérieur, sur le pont arrière, et nous ne vîmes plus personne, hormis, de manière extrêmement fugace une fois de plus, la silhouette d'enfant aperçue la veille. Henri avait-il un jeune fils, malgré son grand âge? Je m'apprêtais à lui poser la question, mais il s'était déjà assis après nous avoir proposé du café et du thé, et il reprenait son récit devant une Tatiana médusée à l'idée qu'il puisse avoir 71 ans. Henri était donc parti avec sa femme Sophie pour l'Amérique du Sud un matin de 1876, et après des semaines de traversée, ils étaient enfin arrivés au Brésil, à Rio de Janeiro. Même si tout était compliqué pour Henri en chaise roulante, Sophie et lui furent immédiatement séduits par ce pays incroyable. La jeune femme semblait comme un poisson dans l'eau en toutes circonstances, et sa débrouillardise et son enthousiasme agissaient comme des stimulants pour Henri, qui avait retrouvé toute sa vitalité. En revanche, ils n'étaient qu'au début de leur quête, et hormis le petit livre d'Alcide d'Orbigny, assorti d'un dessin défraîchi qui donnait quelques vagues indications pour localiser la supposée tribu amazonienne, ils n'avaient pas grand-chose pour démarrer leur périple dans la jungle.
Sophie s'agita comme une forcenée et finit par trouver un vieux guide qui visiblement connaissait bien la région de l'Amazone car il était originaire de la ville de Manaus. Henri n'avait bien sûr rien révélé de ses véritables recherches et il avait prétendu faire une étude sur les populations vivant hors de toute civilisation. Le vieil homme accepta donc, moyennant un bon salaire, de conduire le jeune couple de Rio à Manaus, puis, arrivé là-bas, de leur présenter deux de ses jeunes neveux qui pourraient les emmener en expédition dans la jungle. Il tint cependant à les prévenir que cela était extrêmement dangereux et que les occasions de croiser la mort étaient multiples tant cette jungle était restée à l'état vierge, remplie d'une faune et d'une flore dépassant tout ce qu'on pouvait imaginer, ainsi que de tribus restées à l'écart quasi primitifs qui mangeaient, si besoin était, leurs congénères. De surcroît, entreprendre ce périple en fauteuil roulant multipliait les risques pour un résultat absolument incertain. Cependant, rien n'aurait pu arrêter Henri dans sa recherche d'une guérison miraculeuse. En revanche, il ne supportait pas l'idée qu'il puisse arriver quelque chose à sa Sophie bien-aimée. Mais cette dernière était bretonne par sa mère et auvergnate par son père, c'est dire à quel point elle pouvait être têtue lorsqu'elle voulait quelque chose. Et ce qu'elle voulait, c'était rendre Henri heureux. Et pour rendre Henri heureux, il fallait lui rendre ses jambes. Et pour lui rendre ses jambes, elle était prête à affronter toutes les bêtes féroces et les tribus cannibales de la jungle. Le vieux guide, touché par la force de caractère de ces jeunes gens, les conduisit donc, durant des jours et des jours de voyage, particulièrement éprouvants, de Rio de Janeiro jusqu'à Manaus. Cette ville, située au nord-ouest du Brésil, sur les rives de Rio Negro, avait connu depuis 1850 un développement très important grâce au commerce du caoutchouc, dont la demande mondiale était croissante et qui provenait de l'hévéa, arbre présent en masse dans la jungle amazonienne. Lorsque les tourtereaux et Juan, leur guide, arrivèrent enfin, après un interminable périple, ils eurent l'impression d'être revenus en France, à Paris même, tant la ville se construisait à l'européenne, avec force immeubles, hôtels et bâtiments publics. Cette halte leur permit de récupérer des forces et, pendant les jours suivants, Juan mit à contribution tous les membres de sa famille, afin d'avoir des informations sur une tribu qui vivrait en pleine jungle, coupée du monde moderne. Il revint à l'hôtel le troisième soir et annonça à Henri et Sophie qu'il avait peut-être une piste. Ses deux jeunes neveux s'étaient joints à lui. Il dit au couple que les anciens parlaient de plusieurs tribus restées à l'état primitif, mais que la déforestation qui commençait en avait contraint certaines à s'approcher des villes et à renoncer à leur état. Les anciens toujours disaient en revanche qu'ils avaient entendu parler depuis toujours d'une tribu légendaire qu'aucun d'entre eux n'avait vue, mais qui, selon la légende, avait des pouvoirs surnaturels et avait créé une civilisation parallèle et mystérieuse. Cependant, ils se disaient aussi qu'il ne fallait sous aucun prétexte s'aventurer au fin fond de la jungle pour la chercher, car les malheureux qui l'avaient fait n'étaient jamais revenus. Il n'en fallut pas plus à Henri pour être certain que c'était bien la tribu qu'il cherchait. D'après les cartes que les anciens se transmettaient de génération en génération, ces indigènes se seraient établis dans un territoire encore vierge de la main de l'homme moderne, et un dessin sommaire était censé indiquer un périmètre possible pour leur village. Malgré la peur de Juan, ces deux jeunes neveux semblaient prêts à accompagner Henri et Sophie le plus loin possible à la recherche de cette tribu mythique. Et c'est ainsi qu'après avoir chargé 3 ânes de matériel de campement et de denrées alimentaires, et juché Henri sur le 4e, la petite troupe quitta Manaus un beau matin pour s'enfoncer au cœur de la jungle. À ce moment du récit, Henri reprit son souffle et nous le nôtre, car je crois bien que nous avions arrêté de respirer tant nous buvions chacune de ses paroles. Il continua, en nous disant que ce cheminement dans la jungle avait vite tourné au drame, avec un âne qui s'était fait dévorer par un fauve, Sophie qui s'était fait piquer par un énorme insecte, ce qui avait fait enfler son bras de manière phénoménale, accompagné d'une poussée de fièvre spectaculaire qui avait conduit Henri à vouloir renoncer à aller de l'avant. Mais Sophie avait serré les dents et lui avait dit qu'elle ne se pardonnerait jamais s'ils devaient arrêter leur course. Au bout de 2 jours, la fièvre était tombée et son bras avait repris son aspect normal. Bon sang de Bretonne ne saurait mentir. Malheureusement, après 10 jours de marche en taillant chaque mètre à la machette, un des neveux de Juan était tombé dans un gouffre de plusieurs mètres et s'était fait une fracture ouverte à la jambe. Son frère lui fit une attelle de fortune avec une branche, mais le risque de septicémie était trop grand pour qu'il continue l'aventure. Ils supplièrent Henri et Sophie de rentrer avec eux à Manaus en leur disant qu'il serait impossible de continuer seuls. Mais les 2 amoureux refusèrent catégoriquement, arguant qu'ils n'avaient pas fait tout ce périple pour s'arrêter à quelques jours de marche du supposé village de la tribu. Les 2 jeunes guides, désolés, repartirent donc, emmenant avec eux un des 3 ânes restants afin qu'ils portent le jeune blessé sur son dos. Henri et Sophie se retrouvèrent donc seuls, avec 2 mulets, au milieu de la jungle, ayant pour seul repère une vieille carte dessinée sur une peau de chèvre qui était devenue quasiment illisible avec le temps.
Sophie faisait preuve d'une force inouïe, maniant la machette comme un homme, tandis qu'Henri la guidait et soulevait les branchages. Mais au bout de 3 jours, l'épuisement les avait rattrapés, et ils se dirent qu'ils allaient mourir dans cette jungle, mais qu'au moins ils auraient essayé, et qu'ils seraient ensemble à jamais. Ils se couchèrent donc cette nuit-là, l'un contre l'autre, n'ayant même plus la force de penser, et malgré les hurlements des animaux sauvages et les craquements sinistres des arbres, ils s'endormirent d'un sommeil profond. Le lendemain, ils s'éveillèrent dans une sorte de crypte, éclairée par des flambeaux, entourés de petites silhouettes sombres et masquées, faisant des incantations, et ils crurent qu'ils étaient morts et arrivés en enfer. Vous l'aurez compris, les hommes de la tribu tant recherchée les avaient trouvés et amenés dans leur sanctuaire, qui n'était qu'une toute petite partie de la cité extraordinaire qu'ils avaient bâtie. Oui, Archie, mais vous le faites exprès, ma parole, hein. Juste au moment où on découvre cette tribu mystérieuse. Vous embêtez quand je vous dis que les hommes sont des enfants. Bon, je vais aller jouer avec lui. Alors je vous dis à très très vite pour la suite de mes aventures.